sur votre émission Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité aux Comores. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous le général Amiri Salibou. Général, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez notre TV. Merci bien. Alors, je vais faire commencer par une brève présentation de vous-même, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes bien né en 1960 à Madagascar. En 62. 62 précisément. Vous partez aux Comores faire votre primaire, vos études jusqu'au bac, puis vous venez en France où vous étudiez à Saint-Cyr, c'est ça? Exact. Vous finissez sous-lieutenant, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et puis vous partez aux Comores où vous intégrez l'ANFAG, ou l'ANFAG, qui est l'école nationale des forces armées des Comores, c'est bien ça? Ben, c'est une école, j'ai intégré l'armée comorienne et j'ai été affecté à l'ANFAG. D'accord. Donc vous restez là-bas jusqu'en 2007 où vous allez prendre l'état-major, vous devenir chef d'état-major, nommé chef d'état-major, c'est ça? Je connais bien sûr beaucoup d'affectations, je n'ai pas été à l'ANFAG. Bien sûr, mais là je passe dans les grandes dates, on passe pas de l'école à chef d'état-major. Et puis vous restez chef d'état-major jusqu'en 2010 où vous quittez ce poste, c'est bien ça? Exact. C'est bien ça. Vous êtes connu par beaucoup d'entre nous, nos téléspectateurs vous connaissez aussi pour votre opération sur Anjouan, quand il y a eu des problèmes avec l'île Anjouan et le problème de séparatisme. Donc beaucoup vous connaissent par rapport à ça, mais très peu vous connaissent sur d'autres plans. Donc là aujourd'hui je vous ai appelé parmi nous pour parler de sécurité, un peu de géopolitique aussi bien sécurité aussi bien intérieure qu'extérieure. Donc là on va rentrer directement par la question que tout le monde se pose. À quoi sert l'armée aux Comores? Est-ce qu'il y a une nécessité pour un pays comme les Comores d'avoir une armée, sachant qu'il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas et qui en portent pas mal? Je ne vais pas singulariser et dire à quoi sert l'armée aux Comores. On peut tout simplement dire à quoi servent les armées dans le monde entier. Parce que je préfère vous dire qu'aujourd'hui, que le monde a changé, nous le savons tous, les risques et les menaces de l'armée comorienne sont pratiquement les mêmes que les risques et menaces d'une armée comme celle du Kenya ou du Sénégal, etc. Et pourtant, ces pays n'ont pas dit à quoi sert notre armée, ne devrait-on pas la supprimer? Mais il y a des pays qui n'ont pas d'armée qui vivent très bien. Je ne connais pas de pays qui n'ont pas d'armée, il vaut mieux m'en parler. Il y a l'île Maurice par exemple. L'île Maurice, justement, c'est là encore une fois une de ces questions que l'on avance comme ça, en tout cas ces fantasmes ou ces mythes. En vérité, l'armée mauricienne, enfin disons, le système de défense mauricien a une armée, et une armée des plus solides, qui a plus de moyens que la force comorienne de défense aux Comores, qui est la composante militaire. La seule différence, c'est quoi? Et ça, c'est important, effectivement, parce que dans le cadre de la défense, ce qui compte, ce n'est pas le contenant. Ce qui compte, c'est plutôt le contenu, c'est-à-dire les missions que l'on donne à la structure en question. Alors, l'armée mauricienne, ou plutôt le système de défense mauricien, est sous les ordres d'un commissaire de police. Et donc, on a tendance à dire c'est une force de police. Mais dans cette force de police-là, il y a une composante militaire très solide qu'on appelle la SMF, la Special Mobile Force, c'est-à-dire la force spéciale mobile, qui correspond à notre composante militaire et qui est dotée de beaucoup plus de moyens que l'armée comorienne et qui est également mieux dotée en termes d'effectifs que l'armée comorienne. Donc c'est tout simplement une question de dénomination. D'accord, mais il y a une armée qui remplit plus ou moins les mêmes missions que l'armée comorienne. Exactement. D'accord. Et parlons de la capacité, là vous avez cité les effectifs et les moyens de l'armée mauricienne. Quand on regarde, j'ai essayé de donner quelques informations par-ci par-là, vu qu'il n'y a pas d'informations officielles sur le site de l'État Salam, sur les effectifs, etc. Mais là, on parle d'un peu plus de 2000 soldats ou comoriens, en fait, gendarmerie et armée, l'AND, on l'appelle aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà, un peu plus de 2000. Et les 2000 soldats ils sont partagés entre la santé militaire, la gendarmerie, les gardes-côtes, la AFCD, la force comorienne de défense. Aujourd'hui, quelle est la capacité de cette armée en fait aujourd'hui? Est-ce que cette armée-là peut nous défendre ou est censée nous défendre contre les menaces extérieures? Vous savez, aujourd'hui, le défi de toutes les armées du monde, ce n'est pas la menace extérieure. Les menaces ont changé. Les Comores ne seront jamais envahis par Madagascar, à ma connaissance, ou la Tanzanie ou le Kenya, même si effectivement on ne sait jamais.
Aujourd'hui, les menaces ont changé. Même si elles sont tout de même redoutables, parce que c'est le terrorisme, c'est le fondamentalisme, c'est le trafic en tout genre, etc., etc. Il faut effectivement que l'armée comorienne s'adapte à cela, comme les autres armées se sont adaptées, et qu'elle ait justement les moyens en termes humains, mais aussi en termes d'équipement et en termes de finances, pour faire face à ces nouveaux défis. Mais si vous voulez qu'on voit le côté défense extérieure, effectivement, l'armée comorienne peut peut-être repousser certains éléments, mais pas un grand pays qui débarquerait, même si je ne sais pas pour quel intérêt ce pays le ferait. Ah, mais les intérêts, on va les voir dans la suite de l'émission. Donc on a dit que dans l'armée comorienne, dans l'AND, nous avons l'armée et la gendarmerie. Quelles sont les différences entre les missions des deux composantes? Bon, disons, d'abord je corrige, ce n'est pas l'armée et la gendarmerie, parce que pour nous, l'ensemble constitue l'armée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'armée nationale de développement. Mais dans cet ensemble-là, il y a la composante militaire, qu'on appelle la force comorienne de défense. Celle-là, à ma connaissance, aujourd'hui, engrange pratiquement la moitié, 1000 personnes. Et ces missions, effectivement, en tout premier lieu, c'est cela. C'est la défense du pays par rapport à un envahisseur extérieur. Et bien d'autres missions, bien sûr. Tandis que la gendarmerie, pour faire la différence, a des missions de maintien de l'ordre, même si une partie aussi peut être faite cette fois-ci par la force comorienne de défense, ainsi que d'autres missions. Le service de santé, je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est pour la santé des cadres, etc., etc. Voilà brièvement. Mais du coup, la différence qu'il y a entre les missions de la police qui sont aujourd'hui sous la tutelle, si je ne dis pas n'importe quoi, du gouvernement, c'est bien ça. La différence qu'il y a entre les missions de police et les missions de gendarmerie. Il ne faut même pas chercher la différence, puisque ce n'est pas la même nature. La police entre dans le cadre de ce qu'on appelle des forces civiles. Alors que la gendarmerie, justement, fait partie de l'armée, des forces armées. Mais ça, c'est déjà dans l'émission, est-ce qu'il y a quand même... Je veux dire que la police, à la police, vous avez des fonctionnaires. À la gendarmerie, vous avez quand même des éléments militaires qui ont un statut particulier. Maintenant, en termes de mission, il y a effectivement un petit chevauchement. Mais l'armée ne gère pas la police, c'est différent. Oui, mais c'est sûr, on est d'accord. Mais la question là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il n'y a pas de doublon entre la gendarmerie qu'il y a sur les 3 îles et les polices qu'il y a à chaque île sur chaque île? Il y a doublon, si l'on veut voir ça de manière générale, mais de manière spécifique, non. Parce que d'habitude, la police n'intervient pas là où la gendarmerie doit intervenir. Et par exemple, la police de manière générale, elle reste urbaine, comme on dit. Pour des missions spécifiques, là encore, de salubrité publique, etc., etc. Pour la gendarmerie, c'est plus large que cela. Et la gendarmerie aussi peut participer à ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire, c'est-à-dire à la défense du pays, comme le ferait la composante militaire. D'accord, mais là on est bien d'accord qu'il y a quand même un chevauchement, parce que là, je n'arrive pas à comprendre moi, là où la limite qu'il y a entre la police, parce que moi j'ai déjà vu au Comores, lors d'une manifestation, où les gendarmes et les policiers se battaient, ou qui avait autorité à gérer la manifestation, et finalement, les gendarmes ont fini par embarquer les policiers. C'est pour cela que je l'ai dit moi-même au début, qu'il y a, on peut le dire, qu'il y a un chevauchement. Maintenant, sur les textes, on n'a pas ici sur place, mais sur les textes, il y a tout de même des différences. D'accord, ok. Là, on continue donc avec l'AND, les forces armées de défense. Donc là, on va arriver sur ce qui est du financement. Vu qu'on a parlé en gros, les effectifs et leur domaine de compétences, on va parler du financement. Comment ces armées sont-elles financées? Vous avez absolument raison de poser cette question, parce qu'effectivement, dans ce cadre-là, la situation est, je dirais, un peu inquiétante. L'armée comorienne, en vérité, n'a jamais été financée. Elle bénéficie d'un budget à minima qui entre dans le cadre de l'alimentation des militaires, de leur salaire et de leur fonctionnement strict, c'est-à-dire quelques déplacements, les moyens et fournitures de bureaux, etc. etc. Sorti de ce cadre-là, il n'y a pratiquement rien. L'armée comorienne, par exemple, à la différence des autres armées du monde, n'a jamais eu de budget d'équipement. Et donc, en raisonnant dans ce cadre-là, on peut même dire que l'armée comorienne ne peut pas se payer de véhicules militaires ou de tenues militaires. Elle est obligée de compter sur la générosité d'autres pays.
ce qui est bien sûr assez compliqué. C'est sûr. Et ce budget à minima, il vient d'où exactement? Là, il vient bien sûr du budget comorien. D'accord. Donc, vous savez combien est-ce qu'il représente en termes de pourcentage? À peu près. Je préfère ne pas le dire. Non? Parce qu'en ligne, on parle de manière officielle, on parle de 2,8%. Je ne ferai pas commentaire sur un tel sujet très sensible. D'accord. On continue donc. Alors là, on va parler de sécurité intérieure et j'aimerais qu'on parle un peu des accords qui ont été signés pour la sécurité. Est-ce que vous avez déjà, de manière globale, hein, une idée des accords qui ont été signés entre notre pays et les pays étrangers? Le premier type d'accord concerne des pays comme la Centrafrique, comme le Cameroun, comme le Gabon, et c'était à partir des années 1960. Dans ces accords-là, il a été stipulé de manière spécifique que la France pouvait intervenir dans le cas d'une défense, dans le cas de la défense extérieure des pays, mais aussi en cas de troubles intérieurs. Elle pouvait intervenir, donc c'était pas systématique. Pouvait, bien sûr, en fonction des circonstances, mais de manière générale, c'était dans les deux cas, défense extérieure et troubles intérieurs, ce qui est bien sûr une ingérence. Pratiquement une ingérence, bien sûr. Alors, les Comores entraient dans le cadre de la deuxième catégorie d'accords, qu'on appelait des accords de coopération en matière de défense. Vous voyez qu'il y avait une stricte compréhension des choses. Hein. Alors là, ça concernait spécialement, si je ne me trompe pas, le Sénégal et les Comores. Et c'était des accords qui étaient moins contraignants. Il y avait la partie défense extérieure, mais bien sûr, il n'y avait pas cette partie défense en cas de troubles intérieurs. Et puis, il y avait une troisième catégorie qui était tout simplement des accords de coopération militaire. Là, ça s'étendait même en dehors de ce qu'on appelait les pays du champ. Hein, des pays comme le Zaïre, comme le Burundi, comme le Rwanda. Et vous savez ce qui s'est passé effectivement au Rwanda et dont on disait ceci venir et pas loin. Alors, les Comores, comme je l'ai dit, entrent dans ce cadre-là. Ce que je voudrais signaler, c'est que les autorités politiques comoriennes et bien d'autres intellectuels aussi avaient l'habitude de dire que la France avait en charge la défense des Comores. Ce n'est pas extérieur des Comores, ce n'est pas du tout cela. Le préambule de cet accord de 1978 est clair. Et il a bien dit, et je cite de mémoire, si la défense, tant intérieure qu'extérieure des Comores, relève exclusivement des Comores, elles peuvent, les Comores, faire appel à la France pour assurer leur défense extérieure. C'est ce qui a été dit. Et donc, à mon avis, c'est assez clair. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Ça reste. Non, pas du tout, puisque les accords de 2010 ont carrément mis de côté tout ce qui est défense d'un pays par un autre. Ça n'existe plus. Maintenant, on parle d'un partenariat dans le cadre de projets bien spécifiques, dans le cadre aussi de l'aide que la France et l'Union européenne accordent aux pays africains pour la montée en force de ce qu'on appelle la force africaine en attente, et pour que, de manière générale, les Africains, y compris les Comoriens, puissent se prendre en charge par eux-mêmes. Justement, là, vous faites bien de parler de ça. En 2014, l'année dernière, lors du sommet de la CEI, la France, rien que cette année-là, à l'aide de la coopération française, l'aide de l'armée à l'armée comorienne, l'assistance technique, comme il l'a rappelé, s'élève à 600 000 euros. 200 000 euros directement et 400 000, ça c'est sur le chiffre de l'ambassade de France, hein, et 400 000 indirectement. Il y a eu des missions de formation pour ça, il y a eu du matériel qui a été livré pour ça, et d'autres qui sont censés être acheminés d'ici peu, en tout cas, selon leur site, il y a des radars, des GPS, etc., etc. Et on voit que dans la liste des choses que la France a donné aux Comores, ça va même jusqu'à des moteurs, et le moteur pour un intercepteur marin, et aussi le carburant qui va servir là-dessus.
30 000 litres, c'est chez les chiffres, 30 000 litres que tu as donné pour assurer la sécurité lors du sommet de la COI. Est-ce qu'aujourd'hui le pays n'est pas capable d'assurer ce minimum-là? Ok, on n'a pas les moyens d'acheter le matériel, vous avez dit vous-même, il n'y a pas de budget pour ça, mais de là à ce qu'on nous donne le matériel, les pièces de rechange et le carburant, est-ce que c'est pas nous, est-ce qu'aujourd'hui l'armée, elle peut dire qu'elle existe réellement? Vu que en plus, là il y a deux questions qui se greffent à celle-là, c'est comment nous avons les écoles des forces armées. Et lors du sommet de la COI, il y a les missions de formation qui ont été menées par l'armée française, atteignent presque la trentaine. Il y a des missions de formation pour tout, les cortèges, tout. Mais les écoles comoriennes forment à quoi? C'est la question que je pose. Alors moi d'abord, j'aime pas qu'on me pose plusieurs questions à la fois. On va répondre à une par une. Voilà, alors commençons par la première. Je pense qu'il faut effectivement poser cette question aux autorités, non pas militaires, mais politiques. Puisque je suis d'accord avec vous, je peux comprendre que l'armée ait besoin d'équipement, de formation. Pour le carburant, effectivement, ça a toujours, en tout cas jusqu'ici, c'est pour ça que c'est la méthode, ça a toujours relevé tout de même de la partie comorienne et des autorités politiques comoriennes. Maintenant, comment se fait-il que pour une conférence de manière spécifique, il y ait eu jusqu'à une allocation de carburant par la France? Je ne peux pas répondre. Là, il faut bien sûr poser la question aux politiciens. C'est peut-être parce que c'est une conférence. Il fallait être aidé, je n'en sais rien. Mais je vous rassure, tout ce qui est carburant, ainsi que le minimum de maintenance, dans le cadre de la défense, l'armée pouvait quand même plus ou moins s'en occuper. Et donc, je continue. Hein. Alors, pour parler de la deuxième question avec l'ANFAC, il faut d'abord savoir que l'École nationale des forces armées et de la gendarmerie, comme on l'appelle, c'est une école, bien sûr, qui, à l'image de la défense, ça en fait partie et qui n'a pas beaucoup de moyens. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est que cette école-là n'a pas la possibilité, par exemple, de former des officiers. Les officiers, on les forme à l'extérieur. Nous formons, ou l'armée, ou l'ANFAC forme des sous-officiers, mais dans un cadre très précis, pas dans toutes les disciplines. Elle n'en a pas la possibilité. Et donc, ça ne m'étonne pas que la France et les Comores, dans le cadre de la défense, se mettent d'accord et disent que telle formation ne peut pas être faite à l'ANFAC, et donc c'est des éléments comoriens, des éléments français, pardon, qui viennent s'en occuper. Ce que je sais, c'est que c'est très certainement en concertation entre les deux parties que cela se fait. Oui, bien sûr, en tout cas c'est ce qui a été dit officiellement, mais l'armée, c'est... parce qu'on a l'impression que ça a été fait juste parce qu'il y a de la COI. Ça veut dire qu'avant ça, on n'était pas capable d'accueillir un pays, on n'était pas capable d'organiser ce genre d'événement. Il a fallu attendre que Hollande vienne aux Comores pour qu'on fasse ces formations-là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on est censé pouvoir entendre. Même s'il fallait attendre que le président Hollande vienne aux Comores pour qu'on fasse cela, ça ne m'étonne pas. Vous savez, tout de même, recevoir 3 ou 4 chefs d'État pour un pays comme les Comores, c'est immensément grand. Ce n'est pas du tout rien. Et si on attend, ce n'est pas qu'on attend que le président Hollande soit là, c'est qu'on attend justement qu'il y ait plusieurs présidents pour faire cela, parce que c'était des savoir-faire que l'armée n'avait pas, ou en tout cas pas de façon suffisante pour un si grand nombre de chefs d'État. Je pense qu'il faut voir les choses sous cet angle-là. D'accord. Question suivante, là on va passer sur, on va parler toujours dans l'aide militaire, on va parler de la France. Mais j'ai vu que l'année dernière, la Chine a fait un don des navires militaires aux Comores. Alors, pour la Chine, je suis mieux placé pour le dire, puisque le premier navire, effectivement, que la Chine devrait livrer, je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre, parce que les temps ont changé, mais le premier navire que la Chine devrait livrer, c'est moi-même qui suis parti le négocier en Chine. C'est tout de suite après le débarquement d'en juin que la Chine m'a offert cette possibilité de voyager avec 5 officiers de l'armée nationale de développement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la coopération entre la Chine et les États africains, c'est la première fois dans leur histoire que 2 protocoles d'accord ont été signés en même temps. Nous avons réussi à cette époque-là à signer
deux protocoles d'accord. L'un pour les choses immédiates de l'année et l'autre pour l'année suivante, ce qui est rare pour un pays comme la Chine. Alors, effectivement, il a été prévu que la Chine nous livre un jalon de débarquement. Les préparatifs allaient bon train. C'est probablement celui-là. D'accord. Et en restant sur la Chine fait beaucoup de choses au Comores. C'est pas seulement dans les domaines militaires. La Chine nous a fait la chaîne nationale, le palais du peuple, l'hôpital en juin et beaucoup de choses. Ces accords, ils contiennent quoi? Qu'est-ce que la Chine gagne en échange? Parce qu'on appelle de coopération, qui dit coopération, nous n'avons pas d'accord stricto sensu militaire entre la Chine et les Comores. C'était une aide que la Chine. C'est une aide qui entre dans le cadre de simples protocoles d'accord. Chaque fois que le besoin s'exprime, l'armée signe un protocole d'accord avec l'armée chinoise dans des domaines spécifiques pour une livraison de matériel spécifique. Mais il n'y a pas d'accord comme il y en a avec la France, par exemple, en tout cas à ma connaissance, et jusqu'à ce que je laisse ces fonctions. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne savez pas ce que la Chine, parce que la Chine, comme je vous ai dit, fait beaucoup de choses, on ne peut pas dire que la Chine ne fait rien. C'est peut-être même, en tout cas, de tout ce qui est visible d'un point de vue citoyen, c'est celui qui fait le plus de choses. Que gagne-t-il en retour? Comment fait-il ça juste pour les beaux yeux des Comoriens? Quand ce qui dit coopération, on dit échange. Eh ben, c'est hautement politique. Qu'est-ce qu'elle gagne? Je suis mal placé pour le dire, parce qu'on peut poser cette question à la France aussi. Qu'est-ce qu'elle gagne? On peut poser cette question aussi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Au Maroc aussi. Pour la France, on est bien, mais pour ce qui est de la Chine, par exemple, je sais qu'on dit qu'à Moélie, il y a une zone qui est protégée à Moélie, une zone protégée, et on dit, en tout cas ceux qui sont à Moélie, disent que la Chine prélève sur ce qu'on appelle des concombres de mer dans cette zone protégée. Ce me semble être un petit exemple à mon avis, mais je vous donnerai un autre. Donc nous allons continuer avec la Chine. Donc on disait que la Chine, ça fait, là quand on voit les discours que fait le président, il parle d'une entente, d'une coopération fructueuse entre les Comores et la Chine depuis 30 ans. Elle a livré des bateaux militaires récemment, elle a construit l'hôpital à Fomboni, il y a le palais du peuple, il y a la télévision nationale, il y a le stade qui vient d'être fait, le stade international qui a coûté 6 milliards, les chiffres officiels. Mais depuis 30 ans, ça a coûté bien plus que ça. Donc aujourd'hui, quand on parle de coopération, on s'imagine qu'il y a échange. Donc voilà, donc la question c'est de savoir quelle serait, en tout cas de manière officielle, parce que quand on dit coopération et échange, sur le papier, c'est quoi l'échange? Que gagne la Chine ou comment? Vous avez raison, la coopération ne peut pas être à sens unique, elle est au moins à deux fois. Mais ce qu'il faudra aussi noter tout de même, c'est que ce que gagne un pays en termes d'échange n'est pas forcément mercantile, ne s'exprime pas forcément en termes d'argent. Ça peut être un appui diplomatique ou un soutien diplomatique. Et on sait que dans ce cadre précis, la Chine a toujours compté sur les Comores en ce qui concerne Taïwan, ainsi que d'autres problèmes diplomatiques relatifs à la Chine. Mais il faut aussi voir qu'il y a quand même dans ce cadre-là des relations qui datent de très loin. Il ne faut pas oublier que la Chine a été l'un des premiers, sinon le premier État à reconnaître l'indépendance des Comores et à l'accompagner depuis ce temps-là. Oui, ça compte l'avantage de la Chine, c'est que elle sait faire fi des régimes et travailler, je dirais, toujours avec le peuple. Ouais. Et donc là, on a fini, on va passer là pour la Chine, mais ça continue, il n'y a pas que la Chine, il y a le Qatar aussi, qui, voilà, un jour, le MIR, il passe, il donne une mallette d'argent pour payer les fonctionnaires, et puis un jour, il y a ceci, et puis un jour, il y a cela. Finalement, le pays, on a l'impression que le pays, aujourd'hui, il n'est pas capable du minimum, il n'est pas capable de payer ses fonctionnaires. C'est pas une impression, c'est la réalité. Ni d'entretenir ses routes, ni la santé, ni l'éducation. Donc là, on a parlé au début du domaine militaire, la sécurité, mais on voit qu'il y a d'autres domaines tout aussi importants qui ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, le pays fonctionne comment? Parce que quand on voit les aides qui sont attribuées par l'Union européenne avant son départ en 2001, et puis en 2002, et puis à sa réouverture en 2011, si je ne dis pas de bêtises, on voit que on dirait que la crise elle est structurelle, que ça ne peut pas changer, que ça continue comme ça a toujours été comme ça et que ça sera toujours comme ça. Finalement, où allons-nous en fait?
avec ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, si tous ces pays viennent aux Comores, ça rejoint aussi un peu la sécurité. Si tout le monde peut venir aux Comores, payer ce qu'il veut, acheter ce qu'il veut, financer ce qu'il veut, avec bien entendu des contreparties qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas ce n'est pas de l'autorité publique, est-ce que réellement on peut dire que le pays est sécurisé, j'ai envie de dire? Alors, la question est multidimensionnelle et encore une fois, il est difficile d'y répondre. Mais si je prends le cas de ces pays qui viennent et qui aident les Comores, ils ne le font pas pour les Comores seulement, ils le font pour plusieurs pays. Maintenant, si vous faites un constat en disant que les pays sont dans une situation difficile financièrement, économiquement, et que le pays n'est pas en mesure de payer les fonctionnaires ou d'assurer la santé de ses propres citoyens, bon, si vous dites que c'est un constat, je pense qu'il n'y a pas lieu pour moi de faire des commentaires là-dessus. Non, mais la question c'est où va cet argent finalement, parce que normalement on devrait aller demander de l'aide pour ces choses-là. Les aides sont demandées, apparemment elles sont accordées, ces choses-là ne bougent quand même pas. Je suis très mal placé en tant que simple individu, en tant qu'ancien chef d'état-major pour y répondre. Où va l'argent du pays? Je n'ai jamais été ministre des Finances, c'est difficile d'y répondre. Je n'ai jamais assumé des fonctions politiques à ce niveau pour pouvoir tout comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité qui est là. Même les fonctionnaires, on ne peut pas les payer. Alors, je pense que ce sont d'autres personnes qui doivent répondre à ça. Qui se sont payés. Pour revenir à la France, puisque on en a parlé tout à l'heure, il y a des accords avec la France pour venir nous aider à la déflagration, pour nous fournir en armement, comme ça a été le cas en 2014, mais ça date d'il y a longtemps. Mais en même temps, nous sommes en litige avec la France pour le cas de Mayotte. Donc si je dois résumer bêtement la question, on porte plainte contre la France auprès des instances internationales d'un côté, et de l'autre côté, on demande est-ce que vous pouvez nous aider pour équiper notre armée? Est-ce qu'il y a une logique à cela? Peut-être pas de logique, mais le monde, c'est à l'image du monde qui lui-même est très compliqué. Les relations internationales sont ainsi faites. Vous savez, les États-Unis assurent d'une certaine manière la défense du Japon, mais ils ont également un litige territorial avec ce même Japon. Il n'y a pas que les Comores. Et donc, voyez-vous... moi, la question, je ne peux la voir que du point de vue comorien, parce que là pour le cas des États-Unis et du Japon, c'est le point de vue extérieur. On sait ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Japon. Donc aujourd'hui, on pourrait penser que, en fait, on n'a pas vraiment demandé le choix au Japon d'assurer leur sécurité ou pas, parce que voilà, on se connaît tous Nagasaki et Hiroshima. Mais dans le cas des Comores aujourd'hui, est-ce qu'on peut à la fois, est-ce qu'il n'y a pas un autre pays qui pourrait nous aider, ou la Chine par exemple, là, ou un autre qui pourrait nous aider dans le cadre faisant des accords de ce genre, comme ceux qu'on a avec la France? Parce que comment on peut demander à un pays de quitter notre territoire et en même temps lui demander d'aide? Vous avez vous-même répondu à cette question, puisqu'à un certain moment, vous avez dit qu'il y a pléthore, qu'il n'y a pas que la France, mais qu'il y a aussi le Qatar, la Chine et bien d'autres pays. Vous savez, la France, à mon avis, ça l'arrangerait qu'il y ait beaucoup plus de pays qui aident les Comores, et qu'elles ne soient pas obligées de tout faire. Mais ça, je pense que c'est le niveau politique qui doit trancher. La France, ça l'arrangerait, c'est-à-dire? Comment? Ça l'arrangerait, ça veut dire ça ferait autant d'argent du contribuable français qui serait, à mon avis, épargné. Oui, mais là, dans ce cas-là aussi, il faudrait aussi qu'elle partage le gâteau avec les autres pays, puisqu'il y a quelque chose en retour. On peut le dire. Donc je ne sais pas si ça l'arrangerait finalement, parce que si ça l'arrangerait réellement, je pense que ça serait fait. Ça se serait fait. C'est un avis. C'est un avis. Donc on continue. Là on a parlé du cas de Mayotte. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État comorien est complice des naufrages qu'il y a au large de l'île de Mayotte? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire? Et j'ai deux raisons précises à ce sujet. Le premier point, la première raison, c'est que c'est une question de développement et de survie. Même si les meilleurs radars du monde sont posés en France, enfin à Mayotte,
du côté maoré ou du côté comorien, on ne peut pas empêcher cela. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est d'abord une question de survie économique ou de survie tout court. Le simple citoyen qui ne peut pas se payer la santé qu'il veut ou qui ne peut pas avoir à manger et qui se dit qu'il peut le trouver à Mayotte, qui peut l'arrêter? Pas les radars, pas les navires qui patrouillent, pas l'État comorien, même si l'armée comorienne patrouille 24 heures sur 24, parce que c'est une question de survie. Ça se passe exactement de la même façon avec les Africains qui vont jusqu'à l'Espagne. Je ne parle pas de point de vue militaire. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, il est dans tout de même la réalité sociale, je dirais, entre les Comores et dans leur ensemble. Les autres, si j'ose dire, de Grandes Comores, d'Anjouan, de Mayotte, qui considèrent que Mayotte c'est leur île, qui ont des frères et des sœurs sur cette île, qui sont obligés d'y aller, qui peut les arrêter? Donc ça fait, à mon avis, deux raisons essentielles qui font qu'on ne peut jamais les arrêter. Maintenant, complicité, non, c'est un fait. Et donc on fait quoi? Je veux dire, là l'État français sur les dommages, l'État comorien sur les dommages, c'est la faute à personne en fait. Ben si, il faut bien sûr. C'est la faute à pas de chance. Parce que comme je vous l'ai dit au début, d'un côté on condamne ce qui se passe, de l'autre on invite le président français, donc on va dire que c'est la diplomatie, mais concrètement ça donne quoi? Ben, ça c'est politique, mais pour être précis, il faut lutter pour que le visa Balladur par exemple soit levé. C'est un cas bien précis, et ça vient avec les négociations. Où est-ce qu'ils en sont? Je n'en ai aucune idée. Et est-ce qu'ils sont engagés au moins? Je ne sais pas me prononcer à leur place. D'accord. Donc là, il y a, toujours dans le point sur la sécurité, il y a le scandale des passeports comoriens qui ont été vendus à l'étranger. Donc, vous me corrigez si je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas expert en sécurité, mais qui dit passeport dit quelque part nationalité, ça veut dire quelque part qu'ils deviennent citoyens du pays, qui peuvent venir au pays, qui auront les mêmes droits que moi, qui suis comorien, ou que vous, que d'autres communs. Est-ce que représente réellement le danger de ces passeports? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas combien de passeports il y en a. Il y a eu beaucoup de cas de terroristes qui ont été attrapés dans des navires entre l'Égypte et je ne sais quel pays avec des passeports comoriens, des gens qui parlent comorien, qui ne connaissent même pas les Comores que des passeports comoriens. Que fait-on pour lutter contre ce problème-là? Et tôt ou tard, nous retrouvons. Je vais demander si c'est une menace, oui. Et c'est bien sûr une menace très sérieuse. Je connais beaucoup de cas où on a trouvé beaucoup de Comoriens avec un passeport comorien et où la PAF tout simplement rigolait. Tellement elle se dit que aujourd'hui, un passeport comorien, justement, quand on le voit, il faut en rire ou en pleurer. Hein? C'est assez compliqué, puisque effectivement, on les trouve avec des bandits de grand chemin, des trafiquants de haut vol. Alors maintenant, il faut voir qui a fait ça et pourquoi. En tout état de cause, si des passeports devaient être délivrés à un certain moment, ça aurait dû être dans un cadre bien précis. Moi, j'ai entendu dire que c'était dans le cadre de personnalités ou de personnes qui étaient bien connues, bien spécifiées en nombre, et qu'en dehors de cela, ça allait être des grands entrepreneurs, ou en tout cas des grands investisseurs plutôt, qui allaient avoir un passeport moyennant des investissements qu'on n'a pas vus. Et c'est là la complexité de la chose. Donc finalement, les passeports n'ont pas été donnés aux bonnes personnes, en tout cas pas seulement à eux, et en plus, nous n'avons pas eu des investissements. Et aujourd'hui, que fait ou que pourrait faire l'armée comorienne ou la sécurité pour se prémunir de ce danger-là? Ça dépasse de loin le domaine de la sécurité pure et de l'armée de manière générale. Donc vient la question du pétrole, la dernière question. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a du pétrole au Comores, même s'il n'y a pas eu de déclaration officielle pour le dire. Des experts qu'on a reçus ici même, chez nous CTV, nous l'ont confirmé. Nous aurions les troisièmes gisements de gaz au monde, pour ne citer que ça, mais il y aura aussi un peu de pétrole, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces armées comoriennes se préparent à gérer ce qui va se passer dans les prochaines années en termes de... Ou en tout cas, les moyens où pourrait avoir... Est-ce que c'est prévu de gérer ça? Vous savez, le rôle de l'armée
l'armée est peut-être minimale par rapport à tout ce qui doit être fait de manière générale. On peut se poser la question effectivement ainsi, mais on peut aussi se demander pourquoi l'Université des Comores, par exemple, n'a pas lancé les formations y afférentes, c'est-à-dire concernant le pétrole. Hein, parce que c'est l'appropriation, ça vient, mais si demain nous sommes obligés d'aller chercher ce qui sert le boulon à Maurice ou aux Seychelles ou au Kenya, c'est quand même déplorable. Il faut commencer à former des gens dès maintenant. Ainsi que d'autres exemples au niveau, je dirais aussi, de la sécurité du pays de manière générale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le risque qu'on a vu dans d'autres pays que le pétrole puisse constituer une malédiction et non pas une bénédiction. Pourquoi? Nous avons un système politique très loose, pour parler comme les anglicisants, très mou, très léger, où chaque chef d'île, si j'ose dire, a trop de pouvoir. À mon avis, avec une ressource comme ça, il faut plutôt un système fort pour pouvoir maîtriser tout cela. Et là, effectivement, ce sont des risques. Maintenant, pour l'armée, écoutez, ce ne sont pas des missions compliquées. Il va falloir surveiller peut-être les sites, ça l'armée peut le faire. Il va falloir faire des patrouilles, ça peut-être l'armée peut le faire. Mais les grandes dispositions à prendre sont techniques. Sont techniques et politiques. Dans le cadre de la formation et surtout dans le cadre des grandes décisions politiques aussi qui doivent être prises sans laisser de côté, bien sûr, le côté juridique. Voilà. Quand on dit le discours, quand on entend le discours que Hollande a fait la dernière au Comores, à l'occasion du sommet de la COI, je n'ai pas de discours avec moi, mais en gros, il le dit clairement à un moment dans le discours que voilà, il est là aussi pour le pétrole, hein, et le pétrole il est là, il sait qu'il est là, il faudra le sortir à un moment. Est-ce qu'on peut dire que là aujourd'hui la France est en train de nous dire clairement, je suis à Mayotte, je ne partirai jamais de Mayotte parce qu'il y a du pétrole? Parce que là, il l'a dit, je ne sais pas comment il pourrait le dire autrement. C'est tant mieux, puisque là maintenant, ce n'est plus un secret de polichinelle, tout le monde va le savoir. Maintenant que la France va quitter Mayotte, vous savez, en diplomatie et dans les relations internationales, c'est le réalisme qui prévaut, ce qu'on appelle la réelle politique. Et naturellement, la France, ce n'est pas demain la veille, dans ces circonstances, qu'elle va pouvoir lâcher Mayotte. Mais encore une fois, il faut aussi savoir négocier. Il faut créer un rapport de force. C'est de la diplomatie. Ce qui m'effraie, c'est que, à mon avis, le minimum n'a jamais été fait. Voilà. Bon, Général Salim, merci d'être venu chez nous. Je vais vous poser une question que tout le monde se pose. J'ai vu dans une interview que vous avez donnée à nos confrères il y a 2 ans, on vous pose la question, serez-vous candidat en 2016? Vous avez dit 2016 c'est loin. Et que, comme vous avez dit que, comme dirait Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que 2016 est assez proche maintenant? Ça s'approche effectivement et je me prépare. Tu te prépares? Voilà. Donc on ne peut pas savoir si vous êtes candidat ou pas encore? Je me prépare. Je me prépare. Bon, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le général Amiri Salimou, ex-chef d'état-major des forces des armées des Comores. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.